Bonsoir à tous, toujours sur 131. Chemise, costume, cheveux bien rangés, sourire diplomatique, esprit vif, démarche révolutionnaire, homme politique. Et pourtant, c'est la deuxième personne à subir la peine de mort. Tentative d'assassinat contre le président Léopold Sédar Senghor en mars 1967, exécution en juin 1967. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? 56 ans après les faits, un livre revient sur cette histoire. Il est écrit par son frère Abdoulaye Lo. Le titre, Le jour fatidique, exécution de Moustapha Lo, livre édité par l'édition L'Harmattan. Coup de cœur de ce mois, l'invité de votre émission Belle Ligne, Abdoulaye Lo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Papa. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Ouais. La question est naturelle. 56 ans sur un fait aussi personnel que républicain également, parce que ça touche la République. 56 ans, pourquoi écrire sur une telle histoire? C'est pour l'histoire, comme vous avez dit, c'est pour l'histoire. C'est parce que personne, en tout cas du côté de sa famille, paternelle, et même peut-être maternelle, n'en a jamais parlé. Oui. On s'est tué depuis trop longtemps. Mais ce livre, je l'ai écrit il y a presque 40 ans, je l'ai écrit en 82. Et je m'étais promis une chose, que je ne le publierai qu'avec l'accord des enfants de Moustapha Lo, qui étaient très jeunes à l'époque. C'est peut-être l'erreur que j'ai commise. Ensuite, je suis rentré au Sénégal. C'est une erreur, pourquoi? Parce que à leur âge, à l'époque, peut-être qu'ils ne pouvaient pas prendre cette décision. C'était trop lourd pour elle ou pour eux, parce qu'il a laissé 4 filles et un garçon qui était à bas âge. Donc c'était un peu trop lourd pour eux. Donc j'aurais pu, parce que c'est mon droit aussi en tant que frère, de dire ce que je ressens, voilà, sans la permission de personne d'autre. Voilà. Mais j'ai voulu attendre cela. Deuxième raison, je suis rentré en 86 de France et j'avais une carrière professionnelle à honorer. Oui. Et peut-être ça m'a trop pris. Voilà, ça m'a trop pris. Et après, je suis rentré en politique, je suis devenu maire de Sébikotane. De Sébikotane pendant 7 ans et demi. Et je remercie peut-être même le bon Dieu de m'avoir fait perdre aux dernières élections, parce que c'est ce qui m'a permis de reprendre le livre. C'était facile d'écrire cette histoire? Au premier coup, c'était facile, parce que c'était un ressenti. Donc, quand c'est un ressenti, les mots sortent naturellement. Voilà. Et la preuve, ça, je l'ai réécrit en 6 mois. Voilà, je l'ai réécrit en 6 mois. Un jour, je discutais avec quelqu'un que j'ai cité dans le livre d'ailleurs. Je lui ai dit, tu sais, j'ai 3 manuscrits ici qui datent de 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quand il a regardé le premier manuscrit, il m'a dit, non mais, tonton, il faut que tu publies ça. Voilà. Et c'est ce qui a amené la présence du professeur Kandji aussi. Oui, qui est le préfacier. Oui. Voilà, quand il a lu, il m'a dit non, c'est un grand frère, il est de Sébikotane, c'est un littéraire, il a écrit déjà 2 livres sur Sébikotane. Et ce qui l'a frappé, il a raconté, il y a 2 histoires que je raconte dans le livre, qu'il a raconté aussi dans ses livres. Et on a pris ces 2 histoires dans 2 bouts différents. Oui. Voilà. Et ça l'a fasciné. C'est lui qui m'a poussé, il m'a dit non, il faut que tu le publies. Et donc je me suis, voilà. Écrire sur cette histoire, c'est pour quel objectif? C'est pour rétablir la vérité historique ou pas? C'est pas pour rétablir une vérité historique, c'est pour dévoiler une vérité historique. C'est pour la dévoiler. Voilà, c'est pour la dévoiler, parce que l'histoire n'a jamais été racontée. Donc, n'a jamais été fausse. Parce qu'on a une histoire officielle. Voilà. Il a tenté d'assassiner le jour de la Tabaski, en mars 1967. Ouais. Il s'appelle Moustapha Lo, c'est comme ça. Ouais. Il a été condamné en 1967 au mois de juin. C'est ça l'histoire officielle. Bon, ça c'est une histoire officielle que personne n'a pu démentir. Oui. Parce que c'est un fait. Oui. Mais c'est ce qu'il y a derrière l'histoire qui est intéressant à raconter. Et c'est ce qu'il y a derrière cette histoire que je raconte. Oui. Et vous le faites bien. On commence par le commencement, le frontispice, Moustapha Lo, costume, cravate, allure diplomatique. Et quand on feuillette les premières pages, on voit
une image qui tranche avec celle-ci quand il a été arrêté, cheveux ébouriffés. Quand vous mettez cette image-là, cette image de vie, c'est à quelle fin? Ben, c'est pour montrer l'homme tel qu'il était. Et dans le livre, je mets une autre image. Le jour où il a été arrêté. Oui. Parce que de tous les journaux qui en ont parlé, on montrait un homme avec les cheveux hirsutes, etc. C'est faux. Il était en grand boubou blanc. Oui, on l'a vu. Grand boubou blanc, voilà. Arrêté par deux hommes de tenue de couleur blanche également. Exactement. Donc, vous voyez, déjà, il y a un peu une, je ne dis pas c'était Dakar Matin. Voilà, c'était Dakar Matin. Donc, ce n'était pas un homme comme ça. Peut-être cette photo, ils l'ont pris après. Mais ce n'était pas le jour de l'arrestation. Le jour de l'arrestation, il était en boubou blanc. Il était venu, c'est un fils de marabout, c'est un marabout. Il pouvait diriger la prière. Donc il ne va pas venir en costume et en cheveux ébouriffés. Non, c'est faux. C'est pourquoi j'ai préféré mettre cette photo-là, qui est la vraie. Vous revenez sur le moment, le moment T où vous apprenez qu'il a été exécuté. C'était en ligne. Vous aviez 15 ans, c'est ça? Oui. Vous aviez 15 ans. Et c'était comment? La réaction que vous décrivez, c'était comment? Bon, je venais de sortir d'une nuit blanche avec des amis. Et puis on est rentré à la maison, on était 3, il y avait mon frère, Moussa que je cite, et un autre ami qui me l'a rappelé l'autre jour. Il m'a dit, tu as oublié de me citer, mais j'étais dans votre chambre ce jour-là, j'ai dormi avec vous. Voilà, et à 3 h du matin, le téléphone a sonné. Mon père était en voyage. Je suis passé par la porte de derrière pour aller répondre. Et j'ai répondu, c'est une femme qui me parle, qui me demande mon père. Je dis, il n'est pas là, ma grande sœur. Je dis, elle aussi, elle est là. Elle me dit, dites-leur qu'on vient d'exécuter Moustapha Lo. Paf, et puis elle raccroche. Ouais. Voilà, j'avais 15 ans, je ne sais pas quoi faire, heureusement. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai dit, je ne vais pas réveiller tout le monde. Voilà, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis couché en attendant, parce que la mosquée se trouve dans notre maison, que le muezzin chante. Quand le muezzin a chanté, 10 minutes après, je savais que nos mères allaient se lever pour préparer à la prière. Et donc, je leur ai laissé 10 minutes pour faire leurs ablutions. Et puis, je suis allé leur dire voilà, l'information que j'avais eue. Et elles le pressentaient parce qu'elles avaient entendu, en fait, le téléphone sonner. Parce que ces téléphones-là, à l'époque, en 67, c'était des téléphones qui criaient fort. Voilà. Très rare même dans les maisons. Voilà, très rare dans les maisons. Donc, je les ai informés. Et puis, toutes m'ont dit, OK, on attend qu'il y ait confirmation par la radio. Et puis voilà, quand il y a eu confirmation, les gens ont commencé à venir, mais mon père n'était pas là. Et personne ne pouvait réagir, personne ne pouvait dire quoi que ce soit qui pouvait être mal apprécié par mon père. Donc on a tous gardé le sang froid. Parce que vous racontez un épisode important, quand votre père vous disait, si quelqu'un braque une arme, sûrement, vous allez être les premiers à venir pour l'empêcher d'appuyer sur la gâchette. C'est une sorte de résignation. Vous décrivez un peu la foi qu'avait votre père. C'est exactement ça. C'était une façon de nous canaliser. De nous dire il faut s'attendre à tout. C'était une façon de nous prévenir et de nous canaliser. Peut-être que lui, il sentait ou il savait déjà que c'était perdu d'avance. Voilà. Et c'était la seule façon de nous canaliser. Et c'est pas directive, mais en tout cas, ce coup de semonce nous a canalisés. Nous a permis de garder tout au long de l'histoire notre sang-froid. Pour ne pas... Et puis ça nous a permis aussi, ça a permis à notre entourage aussi de respecter notre position de silence. Voilà. Silence qui a été brisé 56 ans après à travers ce livre. Il y a une question populaire qui reste toujours. Pourquoi il a voulu faire cela? C'est l'énigme du livre. Pourquoi il a voulu faire cela? Il a eu un chemin qu'il a parcouru pendant 40 ans. Parce qu'il l'a fait quand il avait 41 ans. Et c'est ce chemin que je raconte un peu. Voilà, c'est ce cheminement que je raconte un peu. Qu'est-ce qui l'a poussé à cet acte? Je l'ai dit à la fin du livre. Je dis, pourtant,
il n'était pas destiné à vouloir régler tous les problèmes qui se posaient, à pouvoir avertir. Il n'était pas le mieux indiqué pour avertir le président Senghor, qui me l'a dit que voilà, ça ne marche pas, qu'il doit changer sa politique, etc. Il n'était pas le plus indiqué. C'était un fils de marabout qui était appelé à prendre la relève de son père. Et il ne l'a pas fait. Donc voilà, ce cheminement-là nous est aussi tous, même je discute avec ses enfants, et voilà, nous est tous peut-être un peu inconnus. Mais on en sait des choses, on en sait quelque chose que je raconte aussi dans le livre, que je ne dévoile pas tout. Je n'ai pas tout dit dans le livre, je ne peux pas tout dire dans le livre, parce qu'un livre c'est fait pour ça. Je veux laisser les gens réfléchir aussi et interpréter à leur manière. Qui était Moustapha Lo? Ben, Moustapha Lo, du côté de son père, donc vous le connaissez, son père, mon père, El Hadji Talla Lo, c'est un Loyen, comme on dit ici au Sénégal. Les Loyens sont réputés pour être des érudits de l'islam. Mais du côté de sa mère aussi, c'est la même chose. Sa mère, c'est la fille de Vieux Abdou Kane, de Kaolack, qui était aussi un grand érudit. Hein, pour que justement, même ses filles puissent se marier à des marabouts, voilà, comme Seigne Babacar, comme mon père, comme le père de Maître Mbaye, etc., etc. Donc c'était une personnalité. Et je ne veux pas aller plus loin, je ne connais pas toute l'histoire de sa famille, mais en tout cas, il est issu de 2 familles maraboutiques très connues du Sénégal. Mais pour dire vrai, il n'a pas grandi chez son père. Parler de cette structure familiale. Voilà. Il n'a pas grandi dans son cocon familial. Dans son cocon paternel. Voilà. Il est né à Kaolack, il a grandi, il a, je pense, appris le Coran à Kaolack, auprès de ses oncles, etc. Et après, quand il est devenu grand, il est venu à Tivaouane chez sa tante et il a grandi avec la famille des enfants de Seigne Babacar à Tivaouane. Parce qu'il avait 1 an de moins que Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. 1 an de moins. Donc ils ont grandi ensemble, ils ont tout fait ensemble. Il venait de temps en temps, la première fois qu'il est venu d'ailleurs à Sébikotane passer des mois, je le raconte dans le livre. Donc il n'a pas grandi dans le cocon familial. Et je pense que s'il avait grandi dans le cocon paternel plutôt, hein, peut-être il n'aurait pas été tenté par... voilà. Révolutionnaire dès son absence, vous racontez également, il y a beaucoup d'histoires qui sont croquantes, que ce vent de rébellion était en lui dès son enfance. Il a osé regarder les yeux dans les yeux votre vénéré père et lui dire qu'il avait tort sur le différend qu'il entretenait avec El Hadji Malick Sy, par exemple. Avec Seigne Babacar. Seigne Babacar, oui, il lui a dit, je pense que c'était sur un ton taquin. Oui. Mon père a compris que c'était sur un ton taquin. Et les gens réagissent. C'est les autres qui n'avaient pas compris que c'était sur un ton taquin. Bon, parce que mon père était comme ça. Tout le monde peut-être ne le craignait pas, mais tout le monde n'osait pas aussi lui dire certaines choses. Alors qu'en famille, il était aussi facile que tout le monde. Je raconte des histoires qui le montrent. Le jour où j'arrive dans son salon, je me déchausse et je dis à mon frère, depuis ce matin, je n'ai pas enlevé mes chaussures. Il me dit, donc ça veut dire que depuis ce matin, tu n'as pas prié. Je baisse la tête, me dis, allez, va faire tes prières. Quand vous lui demandez quelque chose pour avoir du thé également, ce sont des histoires. Donc c'est des histoires comme ça, c'était un vieux agréable, très agréable à vivre, très convivial, mais les gens ne savaient pas, ceux qui ne rapprochaient pas, ne s'approchaient pas de lui, ne savaient pas. Voilà. Était-il, Moustapha Lo, l'agneau du sacrifice dans le champ politique, par exemple? Moi, je le pense. Je pense que ce verdict sévère, c'était un avertissement que Senghor a voulu lancer aux marabouts qui commençaient à créer des partis politiques. Parce qu'il ne faut pas se le cacher aussi. Il a fait 2 fois la prison avec Cheikh Tidiane Sy, pour des raisons politiques. Oui. Donc je pense que Cheikh Tidiane Sy avait le PSS. Oui, PSS. Donc je pense que le président Senghor voulait dire stop. C'est pourquoi cette sévérité-là. Parce qu'il n'y avait pas que la condamnation à mort comme peine possible. Voilà.
D'autres ont fait peut-être des tentatives de coup d'État et qui n'ont pas eu de peine de mort. Voilà, donc ce n'était pas la seule peine possible. Mais il a voulu, je pense, voilà, dire stop. Et est-ce que Moustapha Lo était l'agneau du sacrifice dans le champ politique dans ce contexte bouillant au Sénégal? Oui, je pense que c'était ça. Il fallait dire stop. C'était le début de l'indépendance, tout le monde sait. Il y avait des histoires avec Mamadou Dia, il y avait des histoires avec aussi les marabouts qui se voulaient aussi politiques. Senghor, je pense, a voulu dire stop et prévenir tout le monde que sa main ne tremblera pas. Je l'ai dit dans le livre, que ça, là, je l'ai expliqué. Et ensuite, ça c'est une anecdote. J'ai lu en France, mais il y a longtemps, et je n'ai pas gardé le texte, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis ici. J'avais lu à l'époque en France un texte qui disait que, vous savez, en 1963, il y a eu une tentative de coup d'État contre De Gaulle. Oui. Et l'auteur a été condamné à mort. Oui. Et cet article disait, si De Gaulle n'avait pas condamné à mort celui qui avait attenté à sa vie, lui pense que Senghor n'aurait pas laissé faire exécuter Moustapha Lo. C'est du suivisme. Je pense que c'est du suivi. Et il savait qu'en tout cas, il n'allait pas être condamné, au moins par la France. Mais ça a été démenti par De Gaulle après. J'ai lu dans les mémoires de Gaulle, il disait qu'il n'avait pas condamné parce qu'il avait attenté à sa vie, mais il l'avait condamné parce qu'il avait attenté à la vie de sa femme. Parce qu'il savait que sa femme était dans la voiture et que même l'angle de tir était d'abord sur sa femme. C'est pourquoi il n'a pas pu le pardonner. Voilà, vous attendiez un pardon de Senghor à cette époque? Mon père n'a rien demandé. Mais on aurait pu comprendre qu'il lui pardonna, parce que c'était une tentative. Et il a dit, il a avoué, il a dit partout que je ne voulais pas le tuer. Il a plaidé non coupable. Il a plaidé non coupable. Il a dit, je ne voulais pas le tuer, je voulais simplement l'avertir. Et je pense que quand on va au combat, on ne s'habille pas comme il s'était habillé. Et ensuite, on aurait pris suffisamment de précautions. Qui plus est, quel était le motif? Il n'y avait aucune ponte derrière. Aucune ponte. Tout ce qu'on soupçonnait, que ce soit du côté de Cheikh Tidiane, que ce soit de Mamadou Dia, est tombé à l'eau. Il n'y avait aucune ponte derrière. Donc, à la limite même, la preuve, c'était 4 personnes, je pense, qui ont été condamnées. À la limite, c'était un truc personnel. 3 complices. Voilà. Et lui. Les autres avaient 20 ans de prison. Mais tentative d'assassinat, ce n'est pas quelque chose de petit également. Oui, non, c'est sûr. Personne ne peut le... Et je l'ai dit, mon père nous avait dit, c'est pas quelque chose de petit. Voilà, c'est sûr. A-t-il payé également son compagnonnage avec Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum à l'époque? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire qu'il a payé son compagnonnage parce que, quand même... je ne sais pas si Cheikh... Il était son bouclier. Je ne sais pas si Cheikh s'était déjà réconcilié avec Senghor en 1967, parce qu'il est sorti de prison, c'est vrai, en 1964. Je ne sais pas si c'était réconcilié ou pas. Et je n'ai pas mené une enquête là-dessus. Mais je sais qu'il ne l'a pas fait aussi pour Cheikh. Ah, il l'a fait pour lui-même? Non, il l'a fait pour lui-même, pour ses propres idées, pour ses propres... Il ne peut pas le faire pour Cheikh, c'est pas possible. Il a enchaîné des déceptions, des revers dans sa vie. Énormément. Depuis quand ils sont revenus d'Égypte, jusque peut-être à l'acte fatidique, il n'a fait que subir des revers. L'administration l'a ignoré, voilà, etc. Il a eu énormément de difficultés. Ça, je le raconte. Ça peut être un faisceau d'indices pour justifier son acte? Je pense que ça peut être un faisceau d'indices. Ça peut être un faisceau d'indices. Mais en tout cas, de 62 jusqu'à son acte, il a eu 5 ans très difficiles. Voilà, et ça c'est sûr. Le jour fatidique, pour reprendre le titre de cet ouvrage, c'est le 27 juin. Oui. L'histoire officielle corrèle à votre histoire. Oui. Le jour J, il n'a montré aucun signe de faiblesse. Il a demandé à que ses yeux ne soient pas bandés. Il a regardé le peloton
et les 12 coups sont partis, et il a dit Allahu Akbar avant. Ça fait quoi? Ben, les gens s'ébouriffent. Comment un jeune peut-il faire? C'est quoi? Ben non, c'est quoi, c'est que c'est son iman, c'est tout. C'est sa foi en Dieu, c'est tout. C'est sa foi en Dieu. Bon, et comme on l'a dit, comme d'autres l'ont dit, je pense qu'il était persuadé peut-être même de mourir en martyr. Voilà. Il n'a pas aussi. Oui. Et ça même, les gens racontent, il y a l'ancien directeur de cabinet de Senghor qui raconte ça, Baïdela Wan, qui raconte comment Moustapha Lo s'est comporté le jour de l'exécution, le jour fatidique. Et ça a éberlué tout le monde. Ouais. Être en face de la mort et regarder la mort tragiquement et ne pas aussi des yeux. Ça. Ben oui, c'est sa foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été élevé que dans les familles maraboutiques, mystiques, etc. Donc c'est sa foi qui l'a poussé à avoir ce comportement. Il ne pouvait pas avoir un comportement indigne, c'est pas possible. C'est pas possible. Et 56 ans après, est-ce qu'il y a la dimension pardon? Nous, on a presque pardonné depuis le début. C'est pourquoi on n'a jamais parlé. Depuis le début? Oui, on a pardonné depuis le début. C'est pourquoi on n'en a jamais parlé. On a pardonné depuis le début. L'histoire ne vous suit pas jusqu'à maintenant? Ben si, l'histoire nous a surtout la famille, parler un peu du contre-coup. Oui, je dis, pour être honnête, je pense que c'est maintenant que notre famille a fait le deuil avec ce livre. La famille de oui. Le livre a permis de faire le deuil, d'en parler ouvertement à tout le monde. C'est ce livre qui permet maintenant de faire le deuil. Ses enfants l'ont dit l'autre jour lors de la présentation et dédicace. Sa fille, c'est Niboulot, qui est médecin, l'a dit, ce livre nous a permis de faire le deuil et d'oser en parler en public. Il fallait briser le silence. Voilà, il fallait briser ce silence un jour ou l'autre. Ça fait 40 ans qu'on le prépare et je m'en excuse, je m'en suis excusé dans le livre. Voilà, peut-être que j'aurais dû le sortir plus tôt. Et même, je pense que ça nous aurait débridé. Cette histoire nous a bridés, a bridé toute la famille. Cette histoire a bridé toute la famille. Il y avait le regard social sur lui? Non, ce n'était pas une question de regard social, mais c'était une question de sentiment qu'on a des limites qu'on ne doit plus dépasser. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et ça nous a bridés. Moi qui ai fait un peu de politique, ça m'a bridé même sur le plan politique. Il y a des choses que je ne pouvais plus faire, même en politique. Des légèretés que je ne pouvais plus me permettre. Et ça nous a bridés un peu partout. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus demander, qu'on ne pouvait plus faire. Je raconte une petite histoire dans le truc, c'est quand Cheikh Tidiane est venu à Paris et que beaucoup d'étudiants allaient le voir, etc. Il les aidait, voilà. Vous avez refusé? J'ai refusé de partir. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas aller en face de lui dire « Je suis le frère de Moustapha Lo, je veux que tu m'aides ». Non. Vous écrivez à un moment donné, mon frère avait peut-être besoin d'aide et il ne l'a pas eu. Et ça, je le dis en toute simplicité, je n'accuse personne. Mais je le dis comme je le ressens. Donc moi, je ne peux pas lui demander de l'aide. À la page 58, ce passage fait tilt. Vous écrivez « Je me promis d'écrire sur cette mort que j'exècre au plus haut point, sur la souffrance passée et présente des miens, pour dévoiler les cicatrices et voiler ce qui ne peut être dit, pour taire l'innommable qui échappe à la dictature des mots, ce qui n'est ni senti, ni ressenti, et qui reste enfui au tréfonds de l'être, de sa chair et de son âme. » Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, peut-être que j'ai eu une position particulière,
Dans ma famille, je suis le seul avec mon frère Moussa à avoir fait l'école française. Et ensuite, cette histoire m'est tombée dessus. Voilà. Et le jour fatidique m'est tombé dessus, à moi. Secondo, j'étais jeune, j'étais à Dakar, au lycée. J'habitais à 500 mètres de chez Moustapha. Donc, j'étais le plus proche de ses enfants. Jusqu'à présent, j'étais le plus proche de ses enfants. Donc, cette histoire m'est tombée dessus. Voilà, et il fallait que je l'assume. Bon, j'ai mis du temps à l'assumer, mais il n'est peut-être jamais trop tard. Exactement. Ce livre pouvait s'intituler El Hadj Talolo. Vous racontez votre père, il est omniprésent dans l'ouvrage. Oui. J'ai eu deux titres avant. Le premier, je l'avais intitulé « Mon père, mon frère et moi ». Oui. Parce que c'est en fait c'est trois histoires que je raconte. Oui. Voilà. Ensuite, ce titre est plus parlant et c'est le professeur Kandji qui me l'a fait changer. J'avais mis le fardeau. Oui. Qui explique aussi les 56 ans de fardeau. Oui. Et finalement, voilà, le jour fatidique est arrivé parce que c'est vraiment ce jour-là. Voilà. Et pourquoi la figure du père est omniprésente dans l'ouvrage? Ben, parce que non seulement c'est notre géniteur, c'est un peu lui qui est le cordon ombilical. Voilà. C'est lui le père de Moustapha. C'est lui mon père. Et j'ai appris à travers le regard que je lui portais. J'étais trop jeune pour discuter avec lui, comme Moustapha discutait avec lui. Ouais. Mais en le regardant, en l'écoutant, j'ai presque tout appris de lui. À la fin du livre, je dis dans mon bréviaire, il n'y avait que mon père. Ouais. C'était ni Victor Hugo, ni Voltaire, ni quelqu'un d'autre. La référence. Voilà, la référence, c'était lui, je le regardais. Donc je le regardais dans ces moments de joie, même mesurée, dans ces moments aussi de lutte, de combat. De lutte. Sa vie, c'est un combat. Oui, mais ça, je n'ai pas assisté. Oui. On m'a raconté. Oui. Et vous racontez ça dans l'ouvrage? Oui, je raconte dans l'histoire. Et ça, je n'ai pas assisté, j'étais trop jeune. C'est quand je suis né que les histoires sont terminées. Parce que ces histoires sont terminées avec la mosquée. Et je dis dans le livre que je suis... Voilà, et je suis né au moment de la fondation de cette mosquée. Donc quand je suis né, les histoires étaient déjà terminées. Mais voilà, je raconte ces histoires-là. Et aussi. On dirait, j'utilise le conditionnel, que c'est une famille de combat. C'est une vie de combat. Parce que les accusations ont commencé avec votre père. Oui. Oui. Hein? Oui. Qui a été accusé. Parce que c'était un homme indépendant. Ferme. Ferme. Qui ne transigeait pas. Non. C'était un homme indépendant dans l'esprit. Indépendant dans le comportement. Partout, quand il était jeune, partout où il allait, dans ses différents daras, il amenait sa femme, sa mère plutôt, et même quelques autres talibés, qu'il nourrissait lui-même. Oui. À Taon, il a refusé d'être nourri par la famille de El Hadj Malick. Donc c'est cette indépendance d'esprit-là, voilà, que je ne pouvais pas ne pas raconter ça. C'est important son histoire. Ouais. Et elle est aussi importante que celle de Moussa Fallo. Ouais. Et vous racontez un peu ce goût d'indépendance dès l'enfance. Ouais. Il arrive à Tivaouane, il rencontre Seydi El Hadji Malick Sy qui voulait l'installer dans la Zawiya. Il a préféré aller à Diacksao pour ne pas prendre l'ascenseur et suivre les étages. Exactement. Parce que c'était ça ce qu'on lui avait aussi recommandé. Son père lui avait dit, où que tu ailles, finit toujours par aller chez El Hadji Malick Sy. Oui. Voilà. Et il a suivi les instructions et les recommandations de son père. Et c'est pourquoi il passait tout son temps à lire le Coran. C'était pas seulement
un disciple, c'était un muhaddam, c'était un grand érudit. C'était un muhaddam de El Hadj Malick. Les gens couraient à cause de son baptîme, de ses prêches, de ses prières également. Mais ça, je le dis dans le livre, il n'a jamais voulu vivre de ça. Je le dis dans le livre, on n'a jamais pu faire du marketing maraboutique. C'est un terme que j'emploie. On n'a jamais pu. Il n'a jamais pu le faire. Et il nous l'a légué. On n'a jamais pu faire ça. Ça fait 100 ans qu'on fait le gamou annuel. On n'a jamais fait de truc de première à la télé. Il disait, ne retenez personne, n'appelez personne. Il en a souffert pour organiser le gamou chez lui. Oui, il en a souffert parce qu'on lui avait eu les mauvaises langues. Oui, mais ça, c'est inhérent à tout homme qui veut garder son indépendance. L'indépendance, c'est pas facile. Hein? Être indépendant, c'est pas facile. Et maintenant, quelle est la nature des relations entre la famille de El Hadj Tableau et la famille Sy? Bon, pour être honnête, avec El Hadj Abdou, ça marchait très bien. Hein, on n'a jamais eu de trucs. Bon, mais pour être honnête, c'était chacun de son côté. Voilà. Un livre n'appartient pas à l'auteur quand il est publié. Il y a des retours au sein de la famille. Comment le livre a été apprécié en dehors de l'aspect positif? Forcément, il y a des corrections. Au contraire, je les ai prévenus dès le départ. J'ai dit à tout le monde, ce livre n'est pas l'opinion de la famille. Voilà. N'est pas le ressenti de toute la famille. C'est le ressenti et l'opinion de l'auteur. C'est subjectif. C'est subjectif. C'est l'auteur qui a parlé. Même s'il a eu des informations par-ci, par-là de tout le monde. Donc ne vous sentez pas en devoir de justifier quoi que ce soit. Parce qu'il peut y avoir des écrits, des articles, des démentis et tout. Et ça ce n'est pas votre problème, c'est le mien. C'est celui de l'auteur qui a écrit, pas de la famille. Je ne peux pas engager toute la famille. Ce livre, je voulais le présenter le jour du gamou. J'ai dit non, je ne mélange pas les genres. Je ne mélangerai jamais les genres. Je ne vais pas venir vous faire une conférence sur le livre, exposé, tout le monde va pleurer, etc. Non. Faites votre gamou et après je ferai la présentation du livre qui représente mon ressenti, mon opinion à moi, pas de la famille. Et d'ailleurs, le jour de la présentation, j'ai demandé gentiment à mes aînés de ne pas venir. Pourquoi? Ben non, parce que ce n'était pas leur place. C'est des marabouts, c'est des gens qui ont une position transversale. Hein? Et voilà. S'ils veulent dire un jour quelque chose là-dessus, ils ont plus d'occasions que moi. Ils ont leur ziara, ils ont leur gamou, ils ont le truc. Ce qu'ils veulent dire, ils pourront le dire à toute autre occasion. Et même s'ils convoquent les médias, ils pourront le dire. Mais de ne pas venir ce jour-là, d'envoyer un représentant, j'étais là-bas, la famille de Moustapha au complet était là-bas, sauf sa fille qui est aux États-Unis et qui nous suivait en direct. Tous les autres étaient là-bas, et c'était suffisant. Et mes jeunes frères. Mes jeunes frères, oui, ils étaient là tous. Et ceux qui sont là, les autres sont à Paris, mais ceux qui sont à Sibi étaient là. Eux, je peux parler à leur nom. Mais mes grands frères, je ne peux pas parler à leur nom. Il y a un épisode, une rencontre après l'exécution de Moustapha Lo, c'est la rencontre entre votre père et Senghor. Oui. Senghor a dit, et vous reprenez ces mots, qu'il voulait pardonner. Mais il y avait ses proches qui disaient non. Et vous ne croyez pas, c'était politique. Oui, je ne crois pas trop à ça, parce que Senghor était suffisamment intelligent, suffisamment directif pour ne pas suivre le conseil des autres. S'il voulait réellement alléger sa peine, il aurait pu le faire.
Et c'est vrai que d'autres personnes ont répété la même chose. J'ai entendu dans une cassette de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum où il dit ça. Il dit qu'effectivement, on lui a confirmé que voilà, certains ministres avaient demandé à Senghor la fermeté. Voilà. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense qu'il y avait une ligne de conduite. Il fallait freiner voilà, le mouvement islamiste ou le mouvement soi-disant islamiste ou bien toutes les velléités maraboutiques de s'insérer dans la politique. Moi, c'est ça que je crois. Qu'auriez-vous dit à Senghor s'il était en face de vous? Comment? Je ne sais pas, c'est une question assez difficile. Effectivement, je lui aurais demandé pourquoi il n'a pas atténué sa peine. Pourquoi la peine de mort, la peine capitale? Je lui aurais posé cette question. J'aurais bien aimé entendre sa raison, sauf à dire que les gens m'ont demandé. Les gens m'ont demandé n'est pas une raison pour moi, pour un homme d'État. Oui. Et maintenant, que voudriez-vous que l'on retienne de l'image de la vie de cet homme, Moustapha Lo? Ben, je voudrais qu'on retienne ce qui est dans le livre, que c'était un homme, sa femme l'a dit, ses enfants l'ont dit, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais sa femme a dit qu'il ne pouvait même pas tuer le mouton de la Tabaski, ni égorger un poulet. C'était quelqu'un de doux. Je le taquine dans le livre. Je dis qu'il avait plus le caractère saint-ligien que Jolof. Donc, vous voyez, j'ai quand même parlé de lui avec un peu d'humour, malgré la souffrance, la délicatesse. Il était, voilà, il était d'une gentillesse. Je pense que ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont connu, moi je l'ai connu, j'étais très jeune, j'avais 8 ans la première fois, quand il m'apprenait mes premiers mots de français, et puis jusqu'en voilà, 67. Je raconte une belle histoire, c'est chez lui où pour la première fois j'ai mangé à table. Oui. Je le raconte, et voilà, ça c'est des souvenirs terribles. J'ai mangé à table et avec une cuillère aussi. Voilà. À cette époque. À cette époque. Et on finit avec cette leçon de vie Oui. qui clôt l'ouvrage. Mon père nous avait prévenu. Oui. J'ai mis depuis longtemps du sable dans le couscous pour que vous viviez de votre labeur et de votre sueur. Oui. Cela en pâtira celui qui aura enlevé son pied, choisi de marcher à l'écart du chemin que je vous ai tracé. Oui. Vous êtes toujours sur ce chemin. Oui, on est toujours sur ce chemin. Et si je dis dommage. On aurait préféré qu'il ne mette à point du sable dans le couscous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet ouvrage. Je le rappelle, coup de cœur, le jour fatidique, l'exécution de Moustapha Lo, préface du professeur Mohamed Kandji, l'auteur Abdoulaye Lo. Je vous recommande cet ouvrage. Il est magnifique, rempli d'histoires cachées. L'auteur lève le voile sur la vie de Moustapha Lo, on le rappelle, condamné, exécuté en juin 1967. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre discours. Merci beaucoup pour cet ouvrage. Merci à l'une. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci également à ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Ibamar, Massidignan, live pour le montage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.